Côte d'Ivoire, après que le général Gueye se soit brièvement emparé du pouvoir, des élections ont lieu en 2000, mais Alassane Ouattara, comme Henri Konan Bédier, sont empêchés de se présenter. Laurent Gbagbo, issu de l'opposition, l'emporte contre le général Gueye et, comme ce dernier, conteste le résultat du scrutin. Il recourt à ses militants qui descendent dans la rue. Gbagbo avoue lui-même que les conditions de cette élection étaient calamiteuses et promet un gouvernement d'union nationale. La campagne de dénigrement est immédiate, les partisans de Gbagbo qui tiennent la rue sont accusés d'avoir commis un massacre de Dioulass, musulmans du Nord, à Yopougon, un quartier populaire d'Abidjan. Le président élu est accusé d'avoir repris à son compte le thème de l'ivoirité, cependant inventé par Bédier. Des campagnes sont menées contre le cacao ivoirien, la première ressource du pays, car des enfants, présentés comme esclaves, sont employés dans les plantations du Sud au dire de l'opposition dirigée par Ouattara. En 2002, l'éclatement de la guerre ne surprend guère ceux qui étaient passés par Ouagadougou. Les rebelles, des Ivoiriens du Nord, mais aussi des combattants recrutés dans tous les pays sahéliens, s'étaient entraînés durant des mois au Burkina Faso avec la bénédiction du président Blaise Compaoré. La France accepte cependant de s'interposer pour, à première vue, empêcher la chute de la capitale. Elle ne fait pas jouer les accords de défense, mais le contingent de la force Licorne se déploie dans une zone de confiance qui coupe le pays en deux, pour ensuite se mettre dans une posture de belligérance avec la destruction des aéronefs de l'armée ivoirienne et des tueries massives devant l'hôtel Ivoire à Abidjan en représailles au bombardement du cantonnement français de Bouaké qui aurait fait 9 morts, dont un Américain au cours de l'opération Dignité. Lorsqu'en 2003, la France, sous Jacques Chirac avec De Villepin aux affaires étrangères, convoque toutes les parties ivoiriennes dans un stade de rugby de l'Inas Marcoussis, la formule de Lusaka, déjà utilisée au Congo, est recyclée. Les rebelles sont placés sur pied d'égalité avec les représentants du gouvernement et ces derniers se voient sommés d'accepter un gouvernement d'union dans lequel les représentants des forces nouvelles occuperont des postes clés, la défense et la sécurité. En outre, les deux armées seront fusionnées. Gbagbo, placé devant le fait accompli, tente de calmer les siens avec à leur tête Charles Blé Goudé, le leader des jeunes patriotes. Les foules en colère envahissent les rues d'Abidjan. Au Congo, dès 2001, la négociation a repris avec Joseph Kabila. Plus malléable que son père, il a compris que, provisoirement en tout cas, mieux valait plier. En échange du départ des troupes étrangères et de la réunification du pays, les principaux groupes rebelles, le MLC de Bemba et le RCD de Ruberva, proches du Rwanda, sont intégrés au pouvoir de Kinshasa. Et ce n'est pas un hasard si le RCD se voit confier la défense et la sécurité, si Jean-Pierre Bemba a la haute main sur l'économie. De 2002 jusqu'en 2006, Joseph Kabila rassure les Occidentaux par sa modération. Il fait promulguer un code minier extrêmement ouvert aux investissements étrangers, promet de privatiser les entreprises publiques et donne tous les gages que lui demande le CIAT, Comité d'accompagnement de la transition, composé d'ambassadeurs étrangers. Il est récompensé de sa modération, non seulement par le vote des électeurs, 54%, mais aussi par le fait que son rival, Jean-Pierre Bemba, se retrouve entre les mains de la Cour pénale internationale. En outre, les accords de paix prévoient l'intégration des forces rebelles au sein de l'armée gouvernementale avec l'appui de la communauté internationale. En Côte d'Ivoire, d'autres accords signés à Ouagadougou cette fois avec Compaoré comme médiateur prévoient eux aussi des élections générales supervisées par les Nations Unies. Auparavant, les provinces du Nord, tenues par les rebelles, devraient être désarmées, les différentes armées intégrées ou démobilisées. En outre, Guillaume Soro, l'un des leaders de la rébellion, deviendra le premier ministre de Gbagbo. Ici aussi, les rebelles entrent au cœur du pouvoir. Au Congo, comme en Côte d'Ivoire, le volet militaire s'avère un échec. Dans le premier cas, l'intégration des divers groupes armés, basés sur le principe de l'impunité, introduira dans l'armée des militaires étrangers, ce qui privera Kabila du plus important des instruments de sa souveraineté, une armée fonctionnelle. En outre, l'Est du pays n'ayant pas été désarmé, des rébellions comme celle de Nkunda ou d'autres en gestation font peser sur Kinshasa une sorte d'épée de Damoclès.
Dans le nord de la Côte d'Ivoire, les rebelles des Forces Nouvelles, qui n'avaient pas été désarmés et avaient gardé leur structure de commandement, ont été accusés d'intimider, de bastonner les électeurs et d'avoir violé ou tué des militants de la majorité présidentielle, ce qui permit au Conseil constitutionnel de mettre en cause la crédibilité du scrutin et d'annuler le vote dans plusieurs bureaux. Dès lors, débutera un scénario surréaliste dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest, autrefois havre de paix et de progrès. Les secrets de la présidentielle ivoirienne laissent croire que l'élection n'était qu'un prétexte pour enfin faire partir du pouvoir l'indécrottable Laurent Gbagbo. Les observateurs, tant européens qu'africains, envoyés sur le terrain s'accordent à se contredire. Parmi ceux-ci, outre plusieurs ONG d'Afrique, l'ex-premier ministre du Togo, Joseph Kofigo, dénoncera en même temps que le centre de commandement militaire intégré des exactions de nature à entacher sérieusement la sincérité du scrutin dans le nord encore sous contrôle de la rébellion. Au terme de la mission, les observateurs de l'Union africaine ont fait les constats suivants. La mission a relevé avec regret des actes de violence graves, notamment des pertes en vies humaines, des atteintes à l'intégrité physique, des séquestrations, des intimidations, des tentatives d'enlèvement et de dégradation du matériel électoral. Autant d'éléments qui devraient faire l'objet d'une appréciation minutieuse de la part des organes compétents afin de déterminer leur impact sur le scrutin. En outre, la mission déplore l'ouverture tardive de certains bureaux de vote, le manque de tickets dans certains bureaux de vote, le climat relativement lourd aux alentours de certains lieux de vote. Enfin, la mission déplore la séquestration de 2 de ses observateurs et remercie les agents de l'ONUCI pour le dénouement heureux intervenu à temps. Les envoyés de l'Union européenne, eux, affirmeront le contraire après avoir préalablement reconnu des échauffourées, mais qu'ils estimeront par la suite sans incidence majeure sur le vote. Paris se dit très préoccupé devant la cacophonie qui en découlera et manifestera même son inquiétude face à l'incapacité de commissions électorales indépendantes à donner les résultats de l'élection, alors que seulement 25 minutes la séparaient du délai d'expiration ce mercredi 1er décembre à minuit. Prise au piège du mode opératoire de consolidation des résultats qui prescrit le consensus et confronté surtout aux difficultés structurelles de la commission composée d'une trentaine de membres de l'opposition contre seulement 4 de la majorité présidentielle, Youssouf Bakayoko, son président, avec un humour incompréhensible en cette période délicate, finira par concéder la forclusion. Remercier les Ivoiriens d'être aussi patients. Nous avons, depuis la fin du scrutin, entrepris de faire un travail de validation des résultats qui nous parviennent des différentes régions de Côte d'Ivoire et bien entendu des différents bureaux de vote et des différentes commissions locales. Ce travail se poursuit. Nous ne l'avons pas encore achevé. Quand nous serons prêts, nous nous tournerons vers la télévision pour vous communiquer les résultats de nos délibérations à l'ensemble de la population. Je veux donc leur demander d'être patients, d'être compréhensifs et puis de nous laisser le temps de travailler en toute sérénité. Il s'agit de problèmes d'une grande importance. Il n'est pas encore minuit, donc nous continuons de travailler. Il n'est pas encore minuit. Nous poursuivons notre travail. Cela signifie que nous n'avons communiqué, à l'heure où je vous parle, aucun résultat. Nous n'avons rien dit à qui que ce soit parce que nous n'avons pas achevé notre travail. Mais avant, l'Élysée tentera le tout pour le tout, demandant ce même mercredi à 23h45 à son ambassadeur à Abidjan, à la suite d'Alassane Ouattara, d'adresser un courrier au président de la commission électorale. Monsieur le Président, il nous revient de façon récurrente que le candidat de la majorité présidentielle vous a adressé une requête aux fins d'invalidation du scrutin dans certaines régions du Nord et du centre de la Côte d'Ivoire. Or, au regard de la loi, il n'est pas de vos attributions d'invalider le scrutin autrement
nous vous aurions saisi en invalidation du scrutin dans les régions de l'Agnébi, du Haut-Sassandra, du Moyen-Comoé, du Fromager, de la Maraoué, des 18 montagnes, du Moyen-Cavali, des lagunes, pour les motifs ci-après. Empêchement de vote, violence et voies de fait sur nos représentants et militants, achat de conscience d'électeurs, séquestration de nos représentants, bourrage d'urnes, menaces de toutes sortes, atteinte à l'intégrité physique, destruction de biens et toutes sortes de violations graves des droits de l'homme. C'est pourquoi nous pensons que la Commission électorale indépendante doit s'atteler aux seules tâches qui sont les siennes, à savoir proclamer sans délai les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 28 novembre 2010. Nous nous permettons de rappeler que le délai de 3 jours imparti à la Commission électorale indépendante expire ce jour, avec comme conséquence le risque de voir la CEI dessaisie, ce qui serait un échec dans la conduite de votre mission. Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de nos considérations. Distingué, signé Alassane Ouattara. Le lendemain du mercredi 1er décembre, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, sur instruction ferme de Sarkozy, appelle en téléconférence son représentant à Abidjan, le Coréen Choi, et le président Forclot de la CEI, Youssouf Bakayoko, à donner et certifier, surtout avant le Conseil constitutionnel, des résultats quelconques de la présidentielle ivoirienne, pourvu que le vainqueur en soit Alassane Ouattara, comme l'exigent Paris et Washington. Susan Rice, alors présidente de l'ONU, membre du cabinet d'Obama, a été chargée de convaincre le président américain dans ce sens, comme le lui a demandé aussi son amie personnelle, Madame Toungara, ex-épouse d'Adama Toungara, membre influent du RDR, le parti d'Alassane Ouattara. La pression monte d'un cran contre Youssouf Bakayoko et Choi, qui, redoutant un soulèvement populaire sans commune mesure des partisans de Laurent Gbagbo, opposent un refus catégorique à cette entreprise périlleuse. Forclot, et alors qu'il avait déjà transmis le dossier électoral au Conseil constitutionnel, tel que l'exige la loi électorale, Youssouf Bakayoko, accompagné par les ambassadeurs de France et des États-Unis, et assuré d'un asile à Paris, se retrouvera contre son gré à l'Hôtel du Golfe, quartier général de campagne de l'adversaire de Laurent Gbagbo, 24 heures plus tard, pour donner de façon lapidaire des résultats qu'il est forcé à reconnaître comme ceux du deuxième tour de la présidentielle du 28 novembre 2010. Ces résultats, repris en boucle par les médias français, conformément au plan de Paris, seront rejetés par le Conseil constitutionnel ivoirien, à qui revient la charge légale de proclamer les résultats définitifs de l'élection présidentielle.